Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier événement de la Silver Week organisé par Silver Valley. Je vous propose de commencer cette matinale. Donc aujourd'hui, nous allons faire vraiment un zoom sur la Silver Economy en Espagne. Donc je suis Maï Soulas, responsable développement communauté chez Silver Valley, et un besoin qui a été remonté par notre communauté d'entrepreneurs, c'est vraiment de comprendre les différentes spécificités des marchés étrangers. Donc on a déjà fait un zoom sur le Royaume-Uni, sur le Pays-Bas, et aujourd'hui nous allons nous focaliser sur vraiment l'Espagne pour comprendre comment fonctionne le marché, comment fonctionne le pays, quels sont les acteurs, et si vous êtes intéressé pour vous développer localement, quelles sont les portes d'entrée pour vous. Donc je vous propose de partager avec nous un petit moment ce matin d'une heure et demie maximum, où nous allons avoir différents intervenants qui vont vous expliquer ce qu'ils font, comment ils travaillent sur le marché, avec quel type d'acteurs, et comment ils peuvent vous aider potentiellement à venir vous installer sur le marché. Je propose à Christian Marion, donc de la Chambre de commerce et d'industrie de Barcelone, de prendre la parole et de nous expliquer un petit peu, Christian, qu'est-ce que tu fais et comment fonctionne le marché espagnol de façon globale, et comment tu peux potentiellement accompagner une structure qui souhaite se développer localement. Oui, bonjour. Merci Mev et bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez. C'est bon. Ok. Écoutez, déjà, merci de cette occasion pour présenter un peu le marché espagnol, un marché que l'on connaît bien à la Chambre de commerce, enfin les chambres de commerce françaises à l'étranger. On est sur 95 pays. Et en fait, même si nous sommes multisectoriels, parce que nous sommes multisectoriels, nous fédérons les entreprises françaises à l'étranger et les entreprises espagnoles sur place. Et donc, nous connaissons pas mal ce marché. Nous avons quelques acteurs qui sont au sein de nos chambres. Et particulièrement, j'ai un vécu dans la Silver Economy. Alors, je ne vais pas faire de spoiler parce qu'après, il y a Familio, mais comme j'avais longtemps travaillé pour eux sur le marché espagnol, c'est un marché qui me tient à cœur et que je connais un peu. Donc l'idée, c'était, en répondant un peu à ta demande, Mev, c'était expliquer un peu déjà des grandes lignes de l'Espagne, où est-ce qu'on met les pieds et quelles sont les opportunités. Quelque chose que j'avais moi-même en faisant une étude de marché en arrivant. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est utile, déjà pour avoir quelques repères et pour pouvoir, même si c'est mentalement, comparer le marché français et le marché espagnol pour pouvoir se projeter. Donc voilà, donc déjà en termes plutôt macro, vous dire un peu où est-ce qu'on met les pieds. C'est toujours intéressant de savoir ce qu'il y a de la croissance, ce qu'il n'y a pas de croissance, est-ce que c'est un marché qui va être porteur. C'est vrai que maintenant c'est un peu jouer aux apprentis sorciers dans les temps qui courent, se projeter dans le temps, c'est toujours très compliqué. On va d'abord commencer par ce qui est déjà passé. Donc du coup, ça c'est un peu plus simple. On avait un taux de croissance avant crise. Alors, quelle crise? Plutôt la première crise Covid. On avait un taux de croissance qui était meilleur en Espagne qu'en France. Et effectivement, donc la crise Covid étant passée par ici, elle a eu un impact important partout dans le monde. Le quoi qu'il en coûte espagnol est peut-être un peu moins important que le quoi qu'il en coûte français, c'est-à-dire beaucoup moins d'argent public pour soutenir l'économie, en tout cas pas de la même façon. On n'a pas soutenu les entreprises, on a plutôt soutenu les salariés, enfin, on a soutenu les entreprises en soutenant les salariés, c'est-à-dire en facilitant le chômage partiel, enfin, des personnes qui ne pouvaient pas travailler, mais sans pour autant avoir des lignes d'aide pour les entreprises. Donc du coup, ça, c'est une grosse différence par rapport à la France. Et donc du coup, la croissance en 2020 a été en-delà de moins 10%, alors qu'en France, je pense qu'on est tombé maximum à moins 8%. Bon, c'est pas forcément une grosse différence, mais quand même. Et le rebond a été un peu meilleur en 2021, a été un peu meilleur en France qu'en Espagne. Même si effectivement c'est une année correcte, même si on s'attendait à plus, les entreprises s'attendaient à une meilleure croissance. Et les prévisions de 2022 sont
pareil, assez bonne. Et en 23, par contre, la croissance espérée, bon, elle n'arrête pas de changer, évidemment, avec ce que je vous ai dit au début. Effectivement, c'est compliqué de se projeter, mais on attend quand même une croissance autour de 1,4% en 2023 par rapport à ce qui est escompté en France, qui est une croissance assez flat de 0,5%. Bref, des grands chiffres, mais simplement ça aide à se projeter, à savoir est-ce qu'on pourrait hypothétiquement aller sur un marché porteur, encore en croissance ou pas. Donc ça, c'est la première chose, la partie croissance. La partie explosion de la dette, attends, 2 secondes, ouais, la partie plutôt explosion de la dette, bah, effectivement, le quoi qu'il en coûte, ça s'est bien senti en 2020. Et la part des dépenses publiques sur le marché, effectivement, a explosé avec les aides dont je vous ai parlé, le chômage. Et donc, du coup, enfin, on arrive à un 60% de part des dépenses publiques, alors qu'en France, on est un peu au-delà, c'est vrai, mais la France a toujours eu une part de dépenses publiques plus importante que l'Espagne. Voilà, donc ça, c'est un peu où est-ce qu'on met les pieds, actuellement. Et pour rentrer un peu pas dans le détail, mais en tout cas essayer d'avoir un petit aperçu du secteur silver économique espagnol. Vous dire un peu, et là c'est le prochain slide, euh, c'est des marchés qui sont assez similaires entre la France et l'Espagne. Donc déjà, je pense que c'est la première chose à prendre en compte. On a une part de seniors dans la population qui est, je pense, assez similaire actuellement en France et en Espagne, autour de 20%, avec ces 9 millions de plus de 65 ans. Et je pense qu'en France, on est pareil à 19 et quelques, et peut-être autour de 13 millions, 14 millions, j'en suis un peu exactement, avec une croissance importante et une évolution qui, pareil, en France, on va atteindre 23% de la population de plus de 65 ans dans quelques années, et en Espagne, on sera autour de 25%. Sur ça, il y a quelque chose à dire en plus, c'est que l'Espagne, depuis très longtemps, devient une espèce euh, disons, de Floride européenne. C'est-à-dire que, mis à part la part importante de seniors espagnols que l'on compte dans ces statistiques, vous avez la part de européens partout, surtout Europe du Nord, France, Angleterre, Allemagne, pays scandinaves, qui choisissent de venir en Espagne passer leur retraite. Donc, du coup, ça, c'est également quelque chose à prendre en considération, qui est pas tout le temps dans les statistiques, mais qui vient renflouer, en tout cas augmenter l'importance des seniors dans ce marché. Donc, vous pouvez, et là, Mehdi Fiévé de Familio pourra témoigner, mais vous pouvez même tomber sur un EHPAD qui soit hollandais ou qui soit en tout cas anglophone, parce que vous avez énormément de populations étrangères dans cet EHPAD privé, par exemple, sur la côte. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Sur le prochain, ouais, voilà, le prochain slide, pour rentrer encore plus en dézoom, enfin en tout cas en zoom sur la partie plutôt EHPAD. Première chose, pareil, qu'on avait fait en arrivant ici, c'est savoir bon, combien de places, quel est un peu l'éclatement et le panachage d'EHPAD sur l'Espagne. On a autour de 400 000 places en EHPAD, en résidence spécialisée. On a à peu près 5 000 EHPAD, et ce qui fait une moyenne de 70 par EHPAD. Un peu en delà de ce qui se fait en France. Alors, évidemment, je ne connais pas totalement les chiffres français, mais de mémoire, je pense que c'était un peu plus important en nombre de personnes par EHPAD en France. Il y a plus d'EHPAD en France, il y a plus de places en EHPAD en France. Et la répartition centre privé, centre public, hein, je vous l'ai mis ici, c'est à peu près un quart public, 3 quarts privés, avec des EHPAD avec une taille
plus petite qu'en France. Et ça, c'est également quelque chose à prendre en considération. Vous avez un éclatement plus important, vous avez beaucoup plus de petits EHPAD qui sont intéressants, qui sont importants si vous ciblez, par exemple, si votre cible client est l'EHPAD. Pour faire court, ça va sûrement, vous allez sûrement faire une croix sur une grosse partie de ces EHPAD-là, trop petits, trop éloignés, trop publics. Et donc, du coup, il y a une partie qui n'est pas prioritaire parce qu'on démarre sur un marché, sur un marché étranger. Voilà, c'est typiquement une des réflexions qu'on avait eues en s'impliquant ici. Et une part des grands groupes un peu moins importante que ce qui existe en France. C'est-à-dire qu'on a, évidemment, on a des usual suspects des grands groupes, même qui sont français, qui sont présents en Espagne, mais qui représentent une partie un peu moindre que ce que les grands groupes représentent en France. D'ailleurs, dans le prochain slide, on fait un petit zoom sur les. Non, c'est le suivant. C'est le suivant, il reviendra en arrière 2 secondes. Voilà. Non, encore en arrière, pardon. En arrière, donc du coup, j'ai dû zapper quelque chose. Ah, voilà, c'est ça, oui, pardon. Donc là, effectivement, on voit les leaders du secteur. Et on voit que, par exemple, le premier DomusVi représente à peine 150 EHPAD, alors que les 2 premiers ou 3 premiers en France, je pense qu'ils sont presque à 300, ou en tout cas au-delà des 100. Donc, c'est-à-dire que l'importance des grands groupes est un peu moins visible ici en Espagne. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir un peu d'où sortent ces leaders du secteur. Excusez-moi. D'où sortent, je refais un appel, pardon. D'où sortent ces leaders du secteur. DomusVi, par exemple, sans surprise, c'est exactement la même. C'est effectivement c'est les mêmes qu'en France. Et là, on va voir, par exemple, qu'il y a 3 cas de figure. Soit c'est des Français avec des fonds d'investissement derrière, soit étrangers, anglais ou autres. Soit c'est des grands groupes espagnols, soit on a un troisième cas de figure, un peu un ovni qui est Sanitas, qui est une espèce de fondation que vous connaissez sûrement si vous avez prospecté un peu le marché britannique, parce que c'est Bupa avec son pendant espagnol. Ils ont racheté Sanitas il y a une quarantaine d'années, une trentaine d'années ici, et c'est un grand groupe d'assurance privée. Donc voilà, c'est 3 cas de figure. Des Français avec des fonds d'investissement derrière, des grands groupes espagnols avec des grandes familles derrière. C'est le cas, par exemple. Là, si vous voulez, on passe un peu en vue. Donc, les Français, donc, vous avez effectivement DomusVi, vous avez Colisée, vous avez Orpea, et vous avez Amavir, je pense que c'est maison de famille et qui appartient à Famille Muliez en France. Pour les purement espagnols qui appartiennent à des grandes familles, vous avez Bayesol et Clessé. Pour que vous ayez une idée, Clessé appartient, et ça va, enfin, si vous êtes fouteux, ça va vous rappeler quelque chose. Clessé appartient à l'entreprise ACS, et ACS, le président, c'est Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Donc c'est une espèce de Bouygues local énorme en Espagne et Amérique latine qui s'est infiltré dans ce métier-là. Donc ça, c'est Clessé. Et Bayesol, c'est une grande famille espagnole. Voilà, donc ça c'est un peu l'exemple type des grands groupes, des grands groupes espagnols sur le marché. Petite parenthèse sur la santé publique, santé privée, c'est quelque chose qui est assez important aussi pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. L'Espagne est un pays où la santé privée est très importante. Et quand on parle de santé privée, c'est plutôt une santé privée un peu à l'américaine. C'est pas des mutuelles à la française. C'est pas des compléments. C'est pas des compléments c'est pas des complémentaires, pour ainsi dire. C'est un circuit parallèle. Donc, du coup, vous payez votre santé privée et vous allez dans des hôpitaux privés, vous allez dans vos consultations privées. Et certains groupes privés d'assurance vont vous proposer également leurs EHPAD. Donc, vous avez également un autre
une autre catégorie d'EHPAD, c'est ceux qui appartiennent, par exemple, à tous les assureurs privés. C'est le cas, par exemple, dont je vous parlais de Sanitas. Ils ont dans leur offre également des EHPAD, une cinquantaine d'EHPAD en Espagne, mais c'est également le cas de Caser. Donc Caser, c'est des assurances, et ils ont également leur propre réseau d'EHPAD. Voilà, donc vous allez rentrer dans un marché qui est assez concurrentiel, et en tout cas qui est avec une présence du privé importante. Pour vous faire une idée, à peu près 30%, entre 25 et 30% des Espagnols ont une assurance privée. Et quand on a une assurance privée, ça veut dire une prime moyenne autour de, allez, entre 50 et 100 euros par mois, en fonction de l'âge, mais pour avoir une idée, c'est ce que paye chaque personne, payé soit en personnel, soit par l'entreprise. Il y a également des grandes entreprises qui vont payer ces assurances privées et qui vont vous donner la possibilité de choisir, comme je vous disais, un circuit parallèle. Donc, aller dans un hôpital privé. Et donc, voilà, c'est une importance c'est assez important parce que il n'y a pas d'histoire de complémentarité. C'est pas je vais enfin, je vais pas dans le même hôpital et une partie est remboursée et l'autre partie n'est pas remboursée. Il y a pas de remboursement. Voilà, du coup, pour vous faire également pour rester sur ce slide, pour vous faire une idée du prix moyen en EHPAD, on est autour de à peu près 2000 euros, 1900 euros. euh, par place, par mois. Donc un peu en deçà de ce qui se pratique en France. Par contre, vous dire que l'amplitude c'est très large, hein. On peut commencer à 1600 et on peut finir à 4000 euros. Ça dépend vraiment de public, privé, évidemment, mais également, ça dépend de la région. Et ça me permet de faire un autre astérisque sur le marché, sur l'importance de la décentralisation des systèmes en Espagne. Nous avons 17 communautés autonomes qui, d'une certaine façon, gèrent à leur manière leur santé. C'est-à-dire que le ministère de la Santé et des Affaires sociales, pour ainsi dire, relaie, enfin, en tout cas, donne la responsabilité région par région, la Catalogne, les Pays Basques, pour qu'ils gèrent à leur façon les différents systèmes. Ça peut paraître, en tout cas ça surprend si vous venez de France, ça peut paraître compliqué pour répondre par exemple à des appels d'offres ou autres. Il faut toujours voir l'envers du décor. Je pense que vous avez 17 opportunités de créer une bonne première impression. C'est-à-dire que voilà, si vous allez dans un marché très unitaire, ou en tout cas très centralisé, et vous avez le malheur de ne pas pouvoir rentrer facilement sur un marché public, voilà, vous êtes totalement expulsé pendant quelques années, le temps qu'il y ait un autre marché. Là, vous avez l'opportunité voilà, de répondre à plusieurs appels, ou en tout cas à plusieurs systèmes de santé différents, ce qui est effectivement peut-être un peu plus lent, mais ça vous donne plusieurs opportunités. Ça, voilà, c'est l'envers du décor. Ensuite, je pense que c'est le prochain slide. C'était simplement pour vous faire un petit parce qu'il y a également effectivement peut-être des gens qui sont intéressés, non pas seulement sur les EHPAD, mais également par exemple sur le soin à domicile ou sur la population des EHPAD, sur la population des seniors qui ne sont pas forcément en EHPAD. Vous dire un peu l'importance du soin à domicile en Espagne. Et là, c'est un peu de vécu et c'est un peu de même vécu professionnel, mais même vécu personnel. Parce que moi, je suis moitié espagnol, donc j'ai ma famille ici. J'avais ma grand-mère en soins à domicile, par exemple, pour illustrer un peu l'exemple. Déjà, lorsque vous allez dans un pays latin, dans un pays comme l'Espagne, l'importance de la personne à domicile est différente que ce qu'on considère en France. La proximité de la famille et le fait que la famille soit beaucoup plus soudée que dans des pays du Nord, en tout cas même la France, hein, fait que souvent vous allez retrouver, même si ça change effectivement peu à peu, vous allez souvent retrouver 2, voire 3 générations qui habitent dans le même,
dans le même foyer. Donc ça, dans les périodes de crise, encore plus. Donc c'est souvent des parents et même des grands-parents qui accueillent des petits-enfants et des enfants à la maison. Historiquement, ça a toujours été comme ça, et il y a quand même une importance réelle de cette façon de faire et de cette problématique-là. Évidemment, après, lorsque la dépendance est trop importante, souvent se pose la question, est-ce que ça serait pas déjà, est-ce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un à la maison? Et deuxièmement, effectivement, est-ce qu'on peut aller dans un établissement à l'extérieur? Mais c'est quelque chose qui est à prendre en considération lorsque vous touchez le marché, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que vous allez moins retrouver ou qui sera beaucoup moins fréquent dans votre marché naturel qui est la France. Et donc, du coup, vous allez trouver énormément de personnes déjà à domicile et même soignées par des proches, même par de la famille, ce qui a même fait en sorte qu'il y ait des lois qui aient été votées ou des mécanismes pour pouvoir, d'une certaine façon, rémunérer des proches parce qu'ils sont en train de faire un travail à domicile. Ça, c'est une des premières particularités. Et la deuxième particularité, c'est l'importance du travail, entre guillemets, au noir dans ce métier-là. Vous avez beaucoup d'intrus, c'est-à-dire de personnes sans forcément une formation hyper poussée dans le soin à domicile, qui vont faire office de accompagnant ou de vie ou aide de vie, évidemment avec une limite, avec la limite de la formation, mais avec des limites également de temps de travail et autres. Donc cette importance également du noir, du marché noir, en tout cas du black en Espagne, en tout cas dans cette population-là, existe. Évidemment, on est sur des tendances qui s'européanisent peu à peu, mais on est confronté à ce genre de problématique. C'est intéressant de voir, par exemple, qu'il y ait des plateformes en Espagne qui sont nées, des plateformes de mise en relation, par exemple, entre des aides de vie non formées et des particuliers. Et ces plateformes-là sont utiles pour trouver ces personnes et pas forcément pour les payer. Ce pas des plateformes qui sont intégrées sur le marché en tout cas avec l'administration, elles sont plutôt c'est des plateformes de mise en relation comme qui chercheraient du personnel pour la maison. Voilà, donc ça c'est grosso modo quelques éléments qui moi me paraissent intéressants, en tout cas m'ont paru intéressants lorsque moi-même j'ai développé mon activité ici. Et qui sont soumis à. Enfin, si vous avez des questions, je reprendrai peut-être la parole après, mais pour pas marcher sur les présentations qui suivent, je m'arrête là. Et même si tu me demandes plus de précisions ou si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant ou plus tard. Voilà, merci beaucoup en tout cas Christian, c'était très complet, très intéressant. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas du tout à activer votre micro. Vous pouvez les poser tout au long dans le chat. Voilà, il n'y a aucun souci. Et puis oui, dans tous les cas, à la fin de la matinale, Christian, je me permettrai de te reposer quelques questions, notamment, donc, comme tu nous as dit, tu as un peu les deux casquettes, la CCI et puis Familio, donc tu pourras venir compléter un petit peu les propos de Mehdi. Sans problème. Si personne n'a de questions, on peut continuer. Donc justement, Christian nous parlait des différences entre les territoires. Et donc aujourd'hui, on accueille Idoya Sanz, donc de la fondation Adinberry, donc, qui est du territoire de Gipuzkoa. Et donc, elle va nous présenter en espagnol, mais on vous a traduit les slides, un petit peu le marché du territoire, comment eux, en tant que fondation, ils peuvent vous accompagner, ils peuvent travailler avec vous pour vous faire comprendre leur territoire et pour vous aider à vous implanter. Et petite précision, n'hésitez pas dans les paramètres sur Teams, vous pouvez activer pour avoir des sous-titres si jamais c'est un besoin. Idoya, si tu es prête, on t'écoute. Un segundo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir la estrategia de Adinberry para el impulso de la Silver Economy en el territorio de Guipúzcoa y de alguna forma también poder fortalecer nuestras relaciones dentro del acuerdo
A continuación voy a dar una serie de datos que de alguna forma complementan los datos que han sido facilitados por Cristian y comentar que a día de hoy en España hay aproximadamente unos 10 millones de españoles por encima de los 65 años y la expectativa es que más de un tercio de esta población en el 2050 va a estar en esa edad aproximadamente. Entonces, está claro que hay una demanda de servicios, de tecnologías para ese grupo de población, con el objetivo que les brinden tranquilidad, apoyo, entretenimiento, cuidados de calidad, etc. Estas personas, en general, lo que quieren es vivir con cierta autonomía y fomentar su autonomía y su independencia para así poder permanecer en su vivienda, hasta grados avanzados de dependencia. Más o menos el 76% de los seniors entre 65 y 75 años utilizan Internet a diario y podemos decir o podemos adelantar que España, como mercado, es la segunda sociedad más longeva del mundo, solo por detrás de Japón. Y se espera más o menos que para el 2050 la generación española comprendida entre los 50 y los 70 años ponga más o menos el 50% de la población. Según el segundo barómetro del consumidor senior, los silvers constituyen un colectivo con un elevado poder adquisitivo, con un alto nivel de digitalización y una demanda exigente en cuanto a sus gustos y expectativas. Actualmente este colectivo senior aporta aproximadamente el 26% del Producto Interior Bruto con una previsión de crecimiento acumulativo del 5%. En su conjunto, la generación silver es el segmento poblacional con un mayor poder adquisitivo del país, con un 12% superior al resto, y se puede decir que el 40% tiene unos ingresos anuales superiores a los 25.000 euros, según el libro blanco de la Silver Economy publicado en España. Entonces, seguimos avanzando un poco y ahora vamos a hablar un poco de lo que son las tendencias. Es decir, la Silver Economy, cómo incide en los diferentes grupos de interés. Nosotros hemos seleccionado como 3 grupos de interés. Por una parte, estaría la sociedad en su conjunto, que lo que queremos impulsar de alguna forma es que la sociedad sea más autónoma y más saludable. Por otra parte, estaría el sistema socioasistencial y sanitario público-privado, que lo que buscamos es el diseño y la configuración de esos modelos de atención, tanto en el domicilio como en el ámbito residencial, más excelentes y más sostenibles, ¿no?, para el propio sistema. Y por otra parte, estaría el grupo social, estaría lo que es todo el sistema empresarial, el ecosistema económico y social, que lo que de alguna forma de Inverell busca es que sea mucho más innovador, más competitivo y que sea capaz de dar respuesta a las diferentes necesidades de los grupos de interés que hemos reflejado ahí, que tenéis en la columna derecha. Efectivamente, luego existe un marco relacional entre los diferentes grupos de interés. Es decir, cuando el producto llega directamente a lo que es al colectivo Silver, estaríamos hablando de modelos de negocio B2B, pero cuando de alguna forma esa relación se ejecuta a través de intermediarios o distribuidores, podríamos estar hablando de un modelo B2B. A continuación, vamos a hablar un poco de los ámbitos de oportunidad que hemos identificado en nuestra agenda estratégica de innovación. No me voy a alargar mucho, pero al final estamos hablando de hogar, o sea, es decir, todas las oportunidades de negocio vinculadas con hogar para la longevidad en diferentes dimensiones, tanto la adaptación del hogar, electrodomésticos, soluciones digitales, nuevos modelos de convivencia, servicios en el hogar, etcétera. Luego, el entorno para la longevidad está más enfocado hacia lo que es la movilidad adaptada, el comercio local también adaptado, la logística, las ciudades amigables, etcétera, los cuidados de atención tanto en el domicilio como en el ámbito residencial. Las 3 bolas de la derecha estarían más enfocadas hacia lo que es el colectivo de personas frágiles dependientes. Y las bolas de la izquierda están enfocadas más a lo que es al colectivo más de personas activas, ¿no? Envejecimiento de valor, tanto en el campo del trabajo, voluntariado, seguros, servicios financieros, etcétera. Envejecimiento activo para cubrir todo lo que es la parte de turismo, ocio, formación, actividad física y cognitiva, y el envejecimiento saludable muy centrado en lo que es en la prevención y en la promoción de la salud en el campo de la alimentación también. Entonces, en este contexto nace Inverell, que al final es
uno de los proyectos estratégicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, nacido en el marco de Etorkizuna Eraikiz. Nosotros gestionamos un modelo de gobernanza muy colaborativo. El fruto de ello también es la alianza que tenemos con Silver Valley, ¿no? Un modelo muy colaborativo, muy del ámbito público-privado, y cómo a través de la experimentación activa ponemos diferentes proyectos en marcha para poder luego analizar, escalar y dar respuesta a los retos que hemos identificado. El objetivo de Adinberri es maximizar todo el potencial de innovación, tanto social como tecnológica, como empresarial, como institucional. May please pass the next, okay? Thank you very much. El objetivo de Adinberri es maximizar todo el potencial de innovación social, tecnológico, empresarial que existe en el propio ecosistema, porque tenemos un ecosistema muy rico y muy multidisciplinar, y ponerlo al servicio del envejecimiento saludable para dar respuesta a los diferentes grupos de interés que hemos comentado antes, tanto el sistema empresarial, el sistema sociosanitario y la sociedad en su conjunto. Este es, si may please paste the next slide. Este es el ecosistema Adinberri. Como veis, es un ecosistema muy disciplinar y está conectado también con el mercado español, ¿no? Estaría por una parte el sistema sociosanitario, el mundo empresarial, la administración pública multinivel, el sistema educativo, los agentes del conocimiento, tanto el sistema educativo como los centros tecnológicos, el tercer sector y la sociedad en el centro de nuestra actuación, ¿eh? La sociedad, su entorno social, etc. No me voy a alargar mucho en ello porque tenéis toda la documentación en la web de Adinberri, ¿eh? Para dar respuesta a esta doble visión de la estrategia, o sea, que integra tanto la visión social. May, please, can you pass the next? La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Yes. La prochaine. Okay. Next. Bueno, nosotros hemos desarrollado un programa de trabajo para el uso de la circular economía que consta de 4 fases. Toda esta documentación la tenéis en la página web. Entonces, voy a centrarme ahora en los instrumentos que estamos impulsando desde Adinberri para dar una respuesta personalizada al tejido empresarial, tanto de lo que es el ecosistema Adinberri o a través del ecosistema que está de alguna forma impulsando Silver Valley. Entonces, en función de alguna forma de la posición, el grado de madurez que tenga la iniciativa y lo cercano que esté esa iniciativa al mercado, tenemos diferentes instrumentos que los combinamos con el objetivo de dar un servicio personalizado. Y vamos a entrar en detalle a cada uno de los instrumentos. La próxima, s'il vous plaît. Merci. Entonces, a ver, el primer instrumento estaríamos hablando de lo que es el SIA. El SIA es un sistema de inteligencia avanzada. Es una plataforma para el intercambio de conocimiento especializado en el campo del envejecimiento saludable. Lo que pretende el SIA es identificar tendencias, retos del futuro y diseñar una perspectiva inteligente al servicio del ecosistema, al servicio del ecosistema empresarial. Esta plataforma se presenta el 14 de octubre y estará accesible a todos los agentes y a todas las entidades del ecosistema de vasco, español, francés, porque al final lo que pretende de alguna forma es una plataforma nacional e internacional, ¿no? Que recoja un poco esa inteligencia competitiva de todas las sociedades en su conjunto. A través de, a Maíz le haré llegar lo que es la página web para que podáis acceder a los estudios, a las políticas públicas referentes, informes prospectivos, etc. Vale. Otro de los instrumentos que estamos de alguna forma impulsando es el instrumento de la compra pública de innovación, que está orientado a la administración pública como herramienta para incorporar la innovación en los servicios públicos, porque muchas de las actuaciones en estos ámbitos de oportunidad están intervenido por la administración pública o se ejecuta o se despliega a través de la administración pública. Entonces, hemos identificado varias necesidades que actualmente no están cubiertas y vamos a hacerles llegar al mercado esta información, estas necesidades no cubiertas para poder activarlo y para poder proporcionarle
a estas empresas una información muy valiosa para que ellos también puedan orientar sus proyectos de investigación, desarrollo e innovación a la futura licitación. Entonces, tenemos previsto lanzar un proceso de compra pública de innovación en el campo de la resistencia predictiva, muy orientada a la predicción, a la personalización, a la prevención y la participación de las personas mayores. Y nuestro interés es también hacérselo llegar a MED, a Silver Valley, para que de alguna forma puedas trasladarlo a los diferentes agentes de vuestro ecosistema. En paralelo, esta semana, en paralelo, esta semana, desde la Fundación Adinberri, vamos a publicar una convocatoria de ayudas que tiene como objetivo impulsar actividades de I+D+I en el campo del envejecimiento saludable. Y hay una específica para impulsar iniciativas empresariales en el campo de la Silver Economy, y en el campo de la Silver Economy, o para la silverización de las propuestas de valor de las empresas. Anualmente publicamos 2 convocatorias y lo que nosotros aquí buscamos es cómo se aplica la innovación social, tecnológica, empresarial, esa cooperación público-privada, tanto interna y externa, en los ámbitos de oportunidad que nos hemos comentado. Entonces, desde aquí también quiero lanzar una invitación, porque realmente los titulares de dichas convocatorias son las empresas de Guipúzcoa, pero empresas francesas pueden participar a través del consorcio que vayan a generar estas empresas de aquí. Entonces, bueno, este tema también se lo haré llegar a MED. Después de la convocatoria, además de la convocatoria de Adinberri, facilita espacios para gestión de productos y servicios, pero en entornos reales, tanto en el ámbito domiciliario como en el ámbito, por ejemplo, del turismo senior, en los hoteles, en los hogares, etc. Lo que nosotros queremos es facilitar espacios de experimentación activa para el gestión de productos y servicios. Entonces, vosotros, dentro de lo que es el ecosistema de Silver Valley, también podéis participar con otros agentes territoriales de Guipúzcoa, por ejemplo, y a través del mail pues, podemos establecer contactos para enriquecer esa propuesta de valor actual o facilitar alianzas, conexiones o acuerdos que permitan impulsar también la comercialización de los productos y servicios en ambos mercados. Y para finalizar, otro de los instrumentos que estamos de alguna forma activándolo con mucha fuerza, estaríamos hablando del instrumento Go-to-Market, que está enfocado a aquellas iniciativas que ya están muy cerca del mercado. Lo que queremos es facilitarles esa entrada en el mercado, tanto en modelos B2B como B2C. Prueba de ello es que en el evento del 16 de junio, Famileo pues participó en el evento de Mercat One Press, en el que se realizaron 109 reuniones comerciales. Y ahora estamos trabajando en la configuración de una feria local, nacional, con una mirada un poco más transfronteriza, en la que también podemos colaborar. Para el desarrollo de esta feria, estamos trabajando con nuestro colaborador natural, que es la Cámara de Comercio. Le voy a dar el paso a Cher Baranderán, porque además de colaborar en lo que es en el desarrollo de la feria, es un poco nuestro agente clave pues, para facilitar los servicios de internalización a las empresas en el territorio de Guipúzcoa. Okay, merci Loya. Je travaille dans la Chambre de commerce à Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol. Je voudrais vous présenter, alors on travaille ensemble avec Adinberri dans l'international. Je voudrais vous présenter aujourd'hui BRT1, qui est la Chambre de commerce transfrontalière, qui est le fruit d'une collaboration transfrontalière entre la Chambre de commerce de Bayonne, Guipúzcoa, Saint-Sébastien et Navarre à Pampelune. BRT1 accompagne les entreprises des 2 côtes de la frontière dans 3 domaines différents. D'un part, BRT1 accompagne les petites et moyennes entreprises dans le premier contact à la recherche de partenaires, sous-traitants, fournisseurs et clients. D'autre part, BRT1 a créé et promu l'activité de 3 clusters avec la participation d'entreprises de centres technologiques français et espagnols. Et nous avons Additive Valley pour la fabrication additive, Big Data pour l'intelligence artificielle, et Innomedica pour les dispositifs médicaux. BRT1 participe aussi également à divers projets européens en tant que chef d'équipe.
Depuis sa création en 2010, nous avons accompagné plus de 1200 entreprises du secteur, de tout secteur économique. Ouais. Et ces dernières années, nous avons organisé plusieurs rencontres transfrontalières multisectorielles. Et la dernière, le 27 septembre, et avec la participation de 83 entreprises et 210 rendez-vous fixés. Ouais. Hier et aujourd'hui, par exemple, nous avons encore organisé à Bilbao des réunions destinées au secteur de la biosanté. Ouais. Et pour terminer, alors, au cas où vous auriez des questions à nous faire parvenir, alors vous pouvez nous contacter. Premièrement, Olga Irastorza, qui est la gérante directrice de l'IRT1, ou moi-même, ma collègue Mme Irastorza est citoyenne française. Elle est parfaitement bilingue. Okay. Et mon part, c'est tout. Je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose. Bueno, por último comentar que durante los instrumentos que hemos comentado os haremos llegar, a través de Silver Valley, os haremos llegar lo que es bueno, pues, la web del sistema de inteligencia avanzada, la convocatoria que hemos lanzado, lo que es todo el concepto de la relación de deudas y la información de cara a los instrumentos que tenemos previsto movilizar en el campo de go-to-market, en el cual, bueno, pues los agentes de vuestro ecosistema también pueden participar de forma activa con los agentes del ecosistema del territorio de Guipúzcoa y del mercado español. Génial, merci beaucoup Idoia et Zanière, merci beaucoup pour cette présentation. Donc nous avons commencé avec une vision vraiment macro de la silver economy en Espagne. Nous sommes ensuite focalisés sur le territoire de Guipúzcoa. Et en troisième intervention, j'aimerais donner la parole à Mehdi Fievé de Familéo. Donc, il est responsable du développement de Familéo sur le territoire espagnol, excusez-moi. Donc, Mehdi est là aujourd'hui voilà, pour nous présenter un petit peu son expérience, comment ça fonctionne, les difficultés, les choses qu'il a appris le long du trajet pour pouvoir vous guider un petit peu et vous permettre de vous rendre compte de la réalité de se développer sur ce territoire. Donc, Mehdi, quand tu es prêt, tu me dis et on y va. Bien, merci Maëve. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager mon expérience chez Familéo en Espagne, surtout accompagné de Silver Valley, de la CCI et de Adinberry, avec qui on a eu la chance de pouvoir collaborer dernièrement sur un événement. Alors, on a entendu des visions plutôt macro du secteur et tout ça. Moi, de par ma position et mon poste, je vais tenter de vous donner vraiment les billes d'une personne qui va devoir aller prospecter pour la première fois sur le marché espagnol. Et je vais surtout me concentrer sur le B2B. Pour divers motifs, on se concentre à l'heure actuelle sur le marché B2B, le marché des maisons de retraite en Espagne. Alors, je vais passer directement sur le concept de Familéo. Alors, j'imagine que plusieurs personnes nous connaissent déjà, mais je vais quand même reprendre le concept. Familéo, c'est une solution qui permet de redynamiser le lien familial, donc c'est-à-dire entre les différentes générations qui sont les plus jeunes, qui sont plus connectées, et des personnes qui sont des personnes âgées. Très concrètement, il s'agit d'une application sur laquelle moi, par exemple, Mehdi, petit-fils, je vis à Barcelone et ma grand-mère est à Lille. J'ai pas la chance de pouvoir la voir toutes les semaines. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec toute ma famille sur l'espace Familéo et on va lui envoyer des messages, des photos qui, selon la fréquence choisie tant par la famille que par la maison de retraite, vont se convertir en une petite gazette papier que j'ai ici. C'est une manière de lutter contre la fracture numérique, de lutter contre la solitude des personnes âgées et de ne pas avoir à imposer l'usage de la technologie à des populations qui soit ne le veulent pas, soit ne peuvent pas l'utiliser. Alors, ça a été créé en 2015 en France par Tanguy Desgélis et Hermel Delequin. Et donc, nous sommes la première destination à l'export. On a créé une filiale ici, fin 2019. À l'heure actuelle, on est chez 2500 établissements partenaires, donc à l'international, bien évidemment, en Espagne,
pays sur lequel on va se concentrer, on est chez environ 200 établissements. Je vais passer à la exactement, merci. Alors comment on a, lancé Familéo B2B en Espagne? Quand j'ai rejoint Christian Marion, que vous avez entendu juste avant, donc on a eu la chance de pouvoir assister à un premier événement qui s'appelle le Congreso Dependencia y Sanidad, fin février 2020. Alors ça va en faire sourire certains, forcément. C'est pas forcément la meilleure période pour pouvoir présenter une nouvelle solution sur le marché des maisons de retraite. Mais voilà, on s'est présenté à Madrid sur un salon de 3 jours. Alors pour ceux qui seraient intéressés par ce type de salon, c'est un salon où on a des profils qui rassemblent plutôt des gros groupes que vous avez vus dans la première présentation, c'est-à-dire du Orpea, du Domusvi. Ça va être très foncier, très achat, revente d'EHPAD. Selon la solution que vous allez présenter, ça peut être plus ou moins intéressant. Mais en tout cas, il y a une chose sur laquelle vous pouvez être sûr, c'est que vous allez pouvoir tester l'intérêt de votre solution sur un événement comme celui-ci, parce que vous aurez des acteurs qui seront complètement différents. Bien sûr, il y a des top groupes, mais aussi il y a des curieux qui viennent et qui vont venir justement échanger avec vous, vous donner leur feedback. Et en tout cas, à nous, c'est ce qui nous a permis de pouvoir networker et d'acquérir les premiers clients. Pour la petite histoire, on a eu cette chance de pouvoir signer avec Sanitas juste avant le confinement. Donc ça a été un peu d'air frais pour nous parce que forcément, avoir environ 50 EHPAD qui nous rejoignent quand on vient de commencer sur un nouveau marché, c'est une belle référence. Ça nous impulse sur le secteur. On a eu aussi un petit groupe, on a signé 3 EHPAD de chez eux et un EHPAD d'Andalousie, un petit indépendant. Et c'est de très bons signaux au final parce que on se dit Familéo, ça peut marcher sur les gros groupes, sur les groupes moyens et les petits EHPAD. On avait déjà cette certitude en France, mais bien évidemment, tout n'est pas pareil quand on se lance sur un nouveau marché. C'est l'un des enseignements qu'on a eu à notre niveau. Il faut vraiment écrire une page blanche. Alors bon, forcément, mars 2020, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez tous, tout le monde commence à tousser. Donc la situation à mars 2020, toutes les maisons de retraite ont fermé. Nous, on avait notre petite base client, mais on avait une maison mère en France, à Saint-Malo, qui nous demandait des résultats, qui nous demandait de grandir. Et nous, on appelait les EHPAD et pas moyen de les avoir, quoi. Vraiment pas moyen de les avoir, on les appelait et c'est ce que j'ai mis en citation. Ça a l'air vraiment sympa ce que tu fais, le lien familial, la solitude et tout ça. Alors ça aurait pu marcher, mais à fond à l'heure actuelle. Mais rappelle-moi dans 6 mois, c'est dommage parce que là, je suis sous l'eau. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de temps, ils ont des équipes qui sont décimées. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, parce qu'on a besoin de résultats. Quand on les appelait, c'était vraiment impossible. Vous avez le plaisir de pouvoir voir Christian à l'époque où il mettait pas que des costumes cravates, devant l'allocution de Pedro Sanchez quand on a déclaré le confinement et qu'on était un peu stressé face à cette situation. Donc on a dû mettre en place une stratégie de prospection 100% digitale. C'est une chose qui était très nouvelle chez Familéo. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer un tout petit peu sur la prospection en France aussi. Familéo en France est très traditionnel au niveau du développement commercial, c'est-à-dire qu'on coupe la France en 4, on a un responsable de zone, on prospecte et généralement c'est des demandes d'infos parce qu'on en est à un point, on a la chance de pouvoir recevoir des demandes d'informations chez Familéo en France. En Espagne, quand je suis arrivé, je pensais qu'on en aurait, c'était pas le cas, et surtout moi, avec cette situation qui nous a été imposée. Donc, on a dû passer sur un modèle 100% digital, et là, on s'est creusé la tête avec toute l'équipe, et on a trouvé un outil qui serait un outil de growth hacking. J'ai un meilleur espagnol qu'anglais. Alors, on a trouvé cet outil qui nous a permis de décupler la prospection digitale. C'est-à-dire que nous, on était 3 personnes dans un bureau à Barcelone. On a dû toucher tout le marché d'un seul coup. Et forcément, si on fait appel après appel et on se prend des portes, on perd du temps, on se stresse et il faut trouver des moyens de pouvoir gagner du temps et d'efficacité. En fait, c'est un petit outil, très brièvement, c'est un outil qui vous permet d'extraire
des bases de données. Donc, en l'occurrence, chez nous, on l'a travaillé sur LinkedIn. Hein, je faisais une recherche directeur de résidence maison de retraite en Espagne. Ça me sortait un fichier avec, je sais pas, 2500 profils LinkedIn. Alors, soit vous les qualifiez, soit vous les qualifiez pas. Mais en fait, ce petit robot va vous permettre d'aller contacter toutes les personnes de ce fichier Excel, de cette base de données, avec un message personnalisé et donc de faire en un rien de temps ce que vous auriez dû faire en plusieurs semaines. Sur une période qui est celle de la pandémie, du premier confinement, avec des gens qui n'ont pas le temps et tout ça, vous n'avez pas le temps de trouver des profils qui vont être intéressés, il faut vraiment viser large. Et la personne qui vous répond, vous êtes enchanté et vous avez de la chance. À l'heure actuelle, quand on a un contrat, on est très heureux. À l'époque, quand on recevait une réponse, on était très heureux. Et s'ensuit donc un travail de suivi commercial qui est avec un CRM, ça peut être Salesforce, ça peut être Pipedrive. On utilisait Zoom, on faisait des présentations sur Zoom et on essayait de vendre Familéo. Alors, quand on relance des personnes, des maisons de retraite, des directeurs de maisons de retraite, forcément, c'est des gens qui sont pas très digitales. C'est-à-dire que ils passent leur temps à prendre soin des personnes qui sont présentes dans leur maison de retraite, à gérer des équipes et ils n'ont pas vraiment beaucoup de temps à accorder à leur boîte mail, à leur boîte LinkedIn et tout ça. Donc, en fait, le frein qu'on a eu, c'est que nous, on n'avait pas énormément de contenu. Et quand on s'est cassé les dents 2 fois, 3 fois sur des relances et que la personne ne relance pas, on a besoin de contenu. Et c'est là où je vais passer à la prochaine slide. Comment on a réussi à être visible et à communiquer sur le marché? Euh, c'est vraiment ce que je veux dire, hein. C'est un mail, quand on relance une personne, c'est pas «Hey, salut, ça va? Tu te rappelles de moi?» Il faut vraiment lui apporter du contenu, des retours d'expérience, des choses qui vont l'intéresser, qui vont lui faire comprendre votre solution et susciter cet intérêt. Donc, dans notre cas, nous, on a eu de la chance d'avoir des ambassadeurs qui parlaient de nous. Familéo, c'est une solution qui est très basée sur les émotions. C'est-à-dire que ça leur donne beaucoup d'illusions aux grands-parents de recevoir ce petit format papier sur lequel ils vont avoir des nouvelles de leurs petits-enfants à distance. Donc, il faut tabler là-dessus. Il faut montrer ces émotions. On est des humains, on vend quelque chose de très humain. Justement, et on a eu la chance d'avoir des personnes qui parlaient de nous, qui postaient des vidéos, des photos sur Facebook. Et il faut vraiment que vous trouviez ces premières personnes, ces ambassadeurs. On a payé aussi des articles sponsorisés pour justement présenter la solution donc dans des médias professionnels, des médias B2B. Alors surtout les médias qu'on a pu tester, je vous recommande surtout Geriatric Area. Je pense que c'est ceux qui ont une base de données qui est très intéressante et le peu de demandes d'infos qu'on a eu chez Familéo, c'est passé par là, chez Geriatric Area. On a donc lancé des newsletters, on a mis une vidéo de présentation de Familéo. Et bien que la situation, le confinement ne permettait pas à beaucoup de personnes justement de faire de la veille sur les nouvelles initiatives et tout ça, on a quand même reçu un peu de demandes d'infos. Donc c'était très intéressant et je vous amène vraiment à creuser ce biais-là. On a aussi participé à des concours, le Barcelona Health Hub, qui est un écosystème de start-up dans le socio-sanitaire ici à Barcelone. On a aussi participé à un concours de la Fondation de Pilares. Ça nous amène à avoir de la confiance des acteurs du secteur. On n'est pas juste une start-up, on comprend les enjeux de la fracture numérique, de la solitude chez les personnes âgées. On a aussi reçu un label européen dernièrement qui nous reconnaît comme produit qui s'applique parfaitement dans le traitement des personnes avec Alzheimer. C'est des choses qui vous amènent à avoir des arguments quand vous allez prospecter. J'imagine que toutes les personnes qui ont une nouvelle solution sur la Silver Economy ont des bienfaits, non, pour les personnes âgées. Et il faut vraiment les mettre en avant dans des acteurs qui sont spécialisés dans votre domaine d'action.
Et enfin, on a aussi des partenariats avec des fédérations, des associations. Donc, on a, merci à Dean Berry et à Idoia qui étaient présentes juste avant, qui nous a permis de justement de communiquer notre initiative, ce qu'on propose à plusieurs personnes lors d'événements, donc au Pays Basque dans son cas. On a aussi Mattia Fundazioa, qui est un autre acteur du Pays Basque, qui est à San Sebastián, qui nous a permis de monter un projet pilote au sein de l'un de ces établissements. Donc, il y a toute une étude qui est faite derrière sur les bienfaits de Familéo dans les EHPAD. Et on a aussi noué un partenariat avec la Fédération Lares, qui représente environ 1000 EHPAD et qui est traditionnellement une fédération d'EHPAD qui viennent de l'Église, des EHPAD catholiques. Donc, dans notre cas, ça marche très bien à l'heure actuelle quand on peut les rencontrer en physique, mais en pleine pandémie, c'était hyper compliqué parce que je devais me connecter sur Zoom avec une bonne sœur de 80 ans pour lui expliquer quelque chose qui est peut-être un peu contre-intuitif et tout ça. C'était un peu compliqué, mais c'est une très belle fédération. Ça bosse très bien, ils mettent en place énormément d'initiatives et je vous invite vraiment à les contacter si vous avez l'intention de vous implanter sur le marché espagnol parce qu'ils sont vraiment très friands de nouveaux projets. Après ces confinements, après cette stratégie digitale, on a eu de la chance. Merci, ça c'est terminé. Les EHPAD ont pu réouvrir. Alors pas tous d'un coup, mais on a eu notre première réunion physique et puis une deuxième et une troisième. Et en fait, on s'est vite rendu compte que, alors en France, c'est aussi le cas, mais mon ressenti, c'est qu'en Espagne, c'est décuplé. Les gens, ils ont besoin de vous voir. Ils ont besoin de taper dans votre main et de vous dire allez, on y va, on croit en toi. Merci d'être passé en Andalousie, à Madrid, au Pays Basque. Ils ont besoin de ce lien physique. Et à partir du moment où on a commencé à prendre notre petite voiture, notre vélo et d'aller dans les EHPAD du coin et à les rencontrer en physique, à tester le discours commercial, à tester justement ces objections, parce qu'il y en a pour tout le monde des objections. On a eu un taux de conversion entre la démo et les contrats qui a cru énormément, mais énormément. Et donc, on s'est dit, on va tabler là-dessus. Maintenant, on reste une petite équipe, mais les gens, on va aller les voir. Et s'il faut aller les voir un par un, on ira les voir un par un. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on avait mis en place avant, parce qu'on utilisait des petits robots qui contactaient 1000 personnes et qui nous ont permis d'avoir les premiers contrats. Mais maintenant, on a vraiment besoin de ce lien physique, de connaître chaque directeur parce que chaque EHPAD en Espagne est complètement différent. Il y en a qui vont être très axés sur le soin de personnes avec Alzheimer. Il y en a où les personnes vont être beaucoup plus indépendantes. Et donc, votre produit va plus s'appliquer à des personnes, à des types d'EHPAD ou à d'autres. Et c'est vraiment important d'aller tester justement le potentiel de votre solution au sein même de ces établissements. Donc, c'est très simple, on a déjà des contacts, on a déjà une base client qui est quand même très bien répartie en Espagne. On se nourrit des expériences qu'on a au sein des EHPAD. Et par exemple, je sais que ça marche en Galice. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les établissements du coin en Galice qui sont autour d'un client chez qui ça marche bien. Et puis, je vais les contacter un par un avec mon équipe commerciale. Et on va leur proposer un rendez-vous. Écoute, ça cartonne chez ton voisin. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas chez toi. Je suis dans 2 semaines en Galice. Écoute, ça serait dommage qu'on se loupe. Il faut qu'on se voit. Et en fait, c'est un conseil que je vous donne. Les personnes dans ce secteur, ils ont jamais le temps. Vous non plus, vous avez jamais le temps, mais c'est vraiment au sein des EHPAD espagnols, ils n'ont jamais le temps. Si vous mettez pas un peu de pression et vous n'utilisez pas l'argument du temps, ça va être compliqué. Et en fait, c'est un truc qu'on a compris, nous, c'est que vraiment, on divise le calendrier et on se dit, semaine 1, je suis là-bas, semaine 2, je suis là-bas, semaine 3, je suis là-bas. Et c'est vraiment
La Galice, eh ben, écoute, moi je suis là, je serai pas là à un autre moment, donc rencontrons-nous maintenant parce que tu vas peut-être passer à côté d'une belle opportunité d'avoir une nouvelle solution au sein de ton établissement. Et bah, c'est un argument commercial, hein, ils ont l'impression de louper une opportunité, ce qui est vrai parce que, bah, Familéo, c'est quand même, un beau projet qu'il faut connaître et donc ça marche très bien quand on utilise, cet argument du temps. Et donc, bah, voilà, on se déplace chez eux, on les rencontre, on signe des contrats, on grandit et on se nourrit de leurs expériences, et ça crée une boucle, avec, la visibilité dont je vous ai parlé juste avant, parce qu'on a, des retours clients et ça nous permet d'avoir ce bouche à oreille, dont on a tant besoin. J'ai entendu tout à l'heure, Christian parler justement d'EHPAD publics, d'EHPAD privés, de taille d'EHPAD. Heu, Notre retour à nous chez Familéo, c'est vraiment que c'est une solution qui fonctionne à partir du moment où il y a un minimum d'équipe. Donc, il y a des établissements très petits comme il vous le disait tout à l'heure. Je pense que Familéo est une solution qui fonctionne particulièrement bien dans les EHPAD entre 40 et 100 résidents, parce qu'il y a déjà une équipe pour le mettre en place. C'est un projet d'établissement. Même si ça demande pas énormément de temps, il faut forcément une personne dans la résidence qui va le mettre en place et le directeur n'a pas le temps. Alors ça peut être un thérapeute occupationnel, ça peut être un psychologue, ça peut être, une assistante sociale, il faut trouver votre allié au sein de la résidence qui va mener à bien ce projet. Et donc l'EHPAD ne peut pas être trop petit non plus parce que ça va pas prendre. Trop gros, il va y avoir d'autres freins qui peut être, bah, justement, la complication, au niveau de la mise en place parce qu'il y a énormément de familles. Comment on va communiquer avec ces familles et tout ça? Je pense que vraiment votre cœur de cible, il peut être entre 40 et 100 places pour la majorité des solutions. Au niveau répartition géographique aussi, je pense que c'est intéressant de le commenter. Encore une fois, c'est notre expérience. Je pense que Familéo est une solution qui fonctionne particulièrement dans le nord de l'Espagne. Avec tous ces voyages, on s'est rendu compte, et grâce à Dean Perry, à Matia Fundación, à tous les acteurs qu'on a pu rencontrer en Galice, en Asturie, au Pays Basque, c'est des gens qui ont l'air qui ont l'air d'être avancés dans l'innovation, dans les nouveaux projets, qui recherchent, à transformer le modèle et qui sont, vraiment un pas plus loin que d'autres régions. Et il faut, bah, c'est triste à dire, mais il faut vraiment, prioriser, certaines régions, dans les régions où ça va aller plus vite, plus facile et tout ça. Et je pense vraiment que le nord du pays, à l'heure actuelle, est un peu plus avancé dans cette recherche, d'innovation. Donc, bah, écoutez, moi on est tous, des entreprises, françaises qui ont envie de s'implanter sur le marché espagnol. Je serais ravi d'en discuter avec vous quand vous voulez. N'hésitez surtout pas, on pourra peut-être même collaborer ensemble, peut-être pas, mais en tout cas, je suis sûr qu'il peut y avoir des échanges très instructifs et si vous passez sur Barcelone, bah, on peut se boire un café et puis, je serai enchanté de vous partager, et d'écouter, vos expériences aussi. Merci beaucoup, Mehdi, pour cette présentation très, très complète. Merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre la parole, les mettre dans le chat. En attendant, je me permets, Mehdi, et puis du coup, Christian, vu que tu étais là voilà, au début de Familéo en Espagne, n'hésite pas du tout à reprendre la main si tu veux compléter ou ajouter des choses. Mais du coup, de ce qu'on comprend, voilà, même si Familéo était très très bien implanté en France, avait une bonne réputation, c'était un petit peu comme partir de zéro quand tu es arrivé sur le territoire. Tu nous parles d'avoir fait aussi des phases de test et d'être toujours en train d'en faire. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez dû pivoter un petit peu, changer le modèle économique, votre communication? Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de tout ça? Oui, bah, alors c'est vrai ce que tu dis, c'est que alors enfin, c'est une erreur, hein, c'est que, bah, ça cartonnait déjà en France, on savait qu'il y avait énormément de demandes d'infos. Quand on arrivait ici, on pensait qu'on allait les avoir et en fait, non, c'est vraiment pas ça. Je pense que que vous ayez une solution qui est déjà connue en France ou qui n'est pas connue,
Je ne sais pas quels sont les divers profils présents ici, mais vraiment, même si vous êtes connu en France, ne cherchez pas à surfer sur cette notoriété. Votre discours et votre argument, ça doit être vraiment: je me lance en Espagne, j'ai une petite solution, un petit projet que j'aimerais te présenter à n'importe quel directeur d'EHPAD. Ça fera plaisir de vous aider, de vous écouter, de vous recevoir. Ça marchera peut-être pas, mais en tout cas, vous allez avoir un feedback qui va être complètement constructif. Deuxième leçon qu'on a eu, et je pense que ça va faire marrer Christian, c'est qu'au début, on faisait des tests à fond. On faisait des tests. Si vous venez avec une petite équipe, croyez en vous, croyez en l'intérêt de votre solution. Il y a forcément des gens qui vont finir par payer, et vous allez facturer. Ne faites pas des tests à tout va parce que ça vous demande énormément de temps, ça va vous stresser. Et en fait, le gratuit, au final, ça n'a pas énormément de valeur. C'est-à-dire que les gens ne vont pas l'utiliser et vous allez perdre énormément de temps. En tout cas, c'est mon conseil. Je ne sais pas si Christian veut compléter ou même me contredire, peut-être, j'en sais rien. Écoute, non, je contredis pas du tout. Non, je complète simplement sur, en plus général, mais c'est vrai que la première chose, c'est ne jamais arriver en territoire conquis. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très apprécié de personnes, en fait, mais des Espagnols encore moins. En fait, pendant très longtemps, l'Espagne a été une terre d'accueil de toute l'industrie européenne, tant allemande, française qu'italienne. Et pendant très longtemps, l'Espagne a voulu vraiment, enfin, un Espagnol dans les années 60, 70, c'était un orgueil pour lui de dire je suis distributeur de. Ça, c'est le grand délire à l'époque. C'est plus le cas. Hein. Maintenant, il faut y aller avec un autre discours, avec cette façon un peu plus humble de dire bah, écoute, je teste, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut en discuter? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, intéressant aussi de travailler une communication très locale. La communication n'est pas tout le temps exportable en l'état. Et je vais vous dire un truc très bateau, hein, mais un truc très bateau, c'est le vouvoiement et le tutoiement. Ça crée une distance énorme et c'est tout bête. Hein, à la limite, je pense que vous êtes déjà au courant. Mais même dans les communications commerciales, en fait, c'est presque du tutoiement, c'est une autre façon de faire. Ça crée vraiment ce lien-là. Et après, pour finir, un troisième élément, l'Espagne est un pays dans lequel vous aurez, à mon avis, vous pouvez avoir très rapidement et très facilement un premier client. C'est-à-dire, vous faites un rendez-vous, vous sortez du rendez-vous, vous dites ah, bah, c'est parfait, et le gars il achète. C'est vrai, on peut effectivement avoir un premier client très rapidement. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui passe derrière le mois suivant, il peut facilement changer de fournisseur avec la même rapidité. C'est-à-dire qu'il faut derrière une certaine proximité avec ce client-là. Il faut l'appeler, il faut y aller. Et ça veut dire qu'il faut entretenir les relations commerciales beaucoup plus qu'avec peut-être qu'avec des clients 100% français. La fidélité dans le commerce espagnol n'est pas à la une des jours. Enfin, c'est pas la norme. On n'est pas très fidèle. C'est-à-dire qu'au début, on peut facilement acheter le produit, mais derrière, il n'y aura pas forcément cette fidélité s'il n'y a pas cette proximité avec l'entreprise, avec ses commerciaux, avec son responsable qui va aller le visiter, quoi. C'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on accompagne des boîtes françaises ici en Espagne. Voilà, on les aide vraiment à déjà être dans ce mindset-là, et après avoir des bons contacts, c'est toujours intéressant. Génial, merci beaucoup Christian. Je me permets, il y a une question de Jordan Pérez de l'entreprise ViConnect qui demandait dans le chat donc, concernant le maintien à domicile en Espagne, est-ce que les familles et les proches aidants, ils ont une ouverture sur l'utilisation de la technologie pour la prise en soin, donc tout ce qui est télémédecine, application de suivi à distance par exemple? Alors, je sais qu'il y a énormément
d'initiatives qui sont portées par des acteurs en Espagne. Ça peut commencer par la Croix-Rouge, qui a son propre dispositif. Ça peut continuer par les assureurs et même les banques, qui ont également tous des pattes dans la télémédecine et dans le maintien à domicile. Ça peut continuer par même des compagnies téléphoniques qui vendent au même titre qu'ils sont diversifiés sur, par exemple, je sais pas, la sécurité, la télévision, et ils ont tous une patte de plus en plus sur de la télémédecine. C'est-à-dire que c'est hyper commun, il y a beaucoup de concurrence. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que quand il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Ce qui est moins vrai, c'est que, effectivement, comme je vous ai dit au début, hein, même si ça change, disons, l'aide à domicile n'est pas encore, enfin, c'est de plus en plus structuré, hein, mais il y a quand même une grosse partie qui n'est pas très structurée. Et donc, du coup, ça coûte un peu. Tous les ans, on fait mieux, et je pense que l'Espagne est en train de s'aligner sur ça, mais on est encore en croissance sur ce créneau. Donc, comme conseil, je dirais effectivement que oui, il y a un marché. Et à mon avis, l'idée, ça serait d'essayer de trouver des partenaires en local, des partenaires qui pourraient compléter leur offre avec des solutions. Ça peut être une première partie de la réponse. Donc, je vais plutôt chercher des partenaires qui sont complémentaires. Si on veut pas tout de suite miser sur l'implantation en direct. Mais bon, si l'implantation en direct marche, il y a aussi une opportunité qui peut s'ouvrir à des boîtes françaises, c'est l'implantation d'un VIE. Un VIE, cette figure que vous connaissez tous, hein, moi, j'ai été VIE il y a longtemps, et je pense que Mehdi l'a été aussi, donc on connaît ce que c'est. Donc, c'est pas mal pour avoir des gens en Espagne qui vont, avec des aides en France, pouvoir être vraiment le porte-parole de l'entreprise en direct sur le marché, aller rencontrer les boîtes, se faire vraiment l'ambassadeur de l'entreprise ici, quoi. Donc, le VIE est également une bonne solution. Nous, en tant que chambre, on en a quelques-uns même qui sont logés chez nous. Donc, on a une dizaine de boîtes qui ont des VIE qui sont logés ici, quoi. Donc, parce qu'il faut qu'ils soient rattachés à une structure. Et donc, lorsqu'au début, il n'y a pas de structure, c'est compliqué. Voilà, donc c'est un bon outil qui peut durer entre 6 mois et 2 ans. Et la seule complexité, c'est que c'est quelqu'un qui n'est jamais bossé par loi, hein, donc il n'est jamais bossé en Espagne. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été à la sécurité sociale espagnole. Donc du coup, voilà, on a peut-être un gap de connaissance du marché parce que la personne, effectivement, va commencer de zéro. Mais bon, voilà, on va pas prendre quelqu'un d'expérimenté. C'est quelqu'un qu'on va pouvoir former à la limite en France pendant 2 mois et après venir se faire la main sur le marché. Top, merci beaucoup. Et pour terminer, j'ai une autre question pour toi, Christian. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avec les grands groupes, avec les décideurs? Est-ce que tu vois est-ce qu'ils sont en demande de solutions particulières, de thématiques? Est-ce que voilà, ils te font part de choses qu'il faut développer sur le territoire? Alors, alors, moi, mon expérience à la Chambre, on a les deux cas de figure. On a des boîtes qui sont membres de la Chambre qui sont espagnoles et des boîtes qui sont membres qui sont français. Donc, on a un peu les deux cas de figure. On a des grands groupes qui sont vraiment à la demande de tech pour plusieurs raisons. La première, c'est souvent pour se démarquer de la concurrence. Il y a une première façon de faire, c'est essayer d'être le plus innovant possible. Ça, c'est la première raison que l'on voit apparaître. La deuxième, un peu moins évidente et un peu plus cachée, c'est vraiment le sourcing de talent pour les grands groupes. C'est de talent ou même de technologie. C'est-à-dire que voilà, ils sont toujours en veille pour pouvoir soit acheter, soit piquer des idées, même en interne. Ça, pour les grands groupes. Et là, en fait, vous allez trouver des grands groupes qui ont tous des hubs d'innovation ou des départements d'innovation, des hubs d'innovation qui vont financer peut-être même des programmes de start-up. Donc, une chose à faire, à mon avis, c'est peut-être essayer de faire une petite étude sur, par exemple, des grands groupes, des banques, des assurances,
des laboratoires pharmaceutiques. Je pense toujours à, vous avez Telefónica, vous avez BBVA, vous avez des laboratoires pharmaceutiques espagnols, il y en a plein ici, surtout en Catalogne. C'est tous des gens qui ont souvent des programmes d'innovation. Et c'est intéressant parce que ça ne coûte pas grand-chose, presque rien, en fait, du temps, de se présenter à ce genre de programme pour pouvoir mettre un pied vraiment sur le marché espagnol via un concours, participer à un programme d'accélération, des choses comme ça. Donc ça peut demander un certain temps, mais vous allez trouver forcément des boîtes qui sont demandeuses de ce genre de collaboration. Encore une fois, peut-être que ça va déboucher sur rien concrètement, mais ça va changer le type de communication que vous pouvez faire derrière. C'est pas la même chose de dire, voilà, je suis une entreprise lambda française et voilà, l'Espagne m'intéresse, que le dire en disant, voilà, je suis, je sais pas, j'ai gagné un prix, je suis incubé pendant 2 semaines ou pendant 1 mois chez Telefónica, parce que voilà, ça change le discours et c'est une façon de montrer patte blanche sur l'écosystème espagnol. En sachant, et ça je rejoins aussi un peu sur la com et sur les outils digitaux, la première chose que vont faire les groupes, c'est checker votre page web, mais surtout derrière, vous checkez sur LinkedIn. L'importance de LinkedIn en Espagne est beaucoup plus importante qu'en France. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde y est. La preuve, on avait à l'époque eu des directeurs d'EHPAD sur LinkedIn. Donc, je pense qu'il n'y en a pas des masses en France, hein, mais quand même. Donc du coup, la première chose, c'est la page web. Donc c'est intéressant qu'elle soit au moins en anglais, sinon en espagnol. Et la deuxième chose, c'est vous checker sur le net, sur LinkedIn. Donc intéressant de poster des informations sur le marché. Important d'avoir quelque chose qui parle de vous en espagnol. Par exemple, chez nous, à la Chambre, nous, on fait tout en espagnol. Et la première chose qu'on fait pour nos membres, c'est, par exemple, faire un webinaire, faire un article en espagnol. C'est peu de choses, mais déjà, on a quelque chose qui va rassurer le grand groupe ou l'entreprise espagnole en disant, ils sont présents ici, ils ont un gars qui parle espagnol, ils ont un article qui les cite en espagnol. Et ça, c'est hyper important d'avoir ces petits quick win pour pouvoir prospecter derrière avec cette assurance-là, quoi. Génial, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, si c'est le cas, on va pouvoir s'arrêter là pour ce matin. Mais en tout cas, merci beaucoup, Christian. Merci, Mehdi. Merci, Azier et Idoya pour vos partages. Nous allons vous envoyer d'ici quelques temps le replay de cet événement ainsi que les slides. Donc, vous aurez notamment les contacts de tous les intervenants aujourd'hui. Donc, vous n'hésitez pas à les recontacter. Donc, notamment Adine Berry et Christian de la CCI de Barcelone si vous souhaitez en savoir un peu plus et étudier ce marché et pouvoir voir pour potentiellement vous faire accompagner. En tout cas, on vous souhaite une très belle fin de journée et puis on vous dit à très bientôt pour le reste des actions de la Silver Week, dont notamment cet après-midi avec les Speed Expertise. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.